Bonsoir à tous, bonsoir Erwan. Salut Benjamin. Salut, on est à l'IBC 2018 ici à Amsterdam pour une nouvelle spéciale de Broadcast Time. Entre parenthèses, abonnez-vous au podcast sur Apple Podcasts et Google Podcasts et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de Watch pour ne rien rater de nos pérégrinations. IBC 2018 donc, nouvelle spéciale et on va vous emmener dans des environnements virtuels. Oui. Erwan. On est dans le hall 7, comme vous pouvez le voir derrière. C'est le hall qui regroupe en fait toute la post-production. Donc il y a différents halls pour les caméras et autres éléments, le son. Et là, le hall 7 est vraiment dédié à la post-production. Et on va voir un petit peu les mondes virtuels, les fonds verts et toutes les technologies, nouvelles technologies qui arrivent autour du tracking, de l'intégration de la 2D avec la 3D. Donc ça va être un peu notre recherche, voir s'il y a des nouvelles technologies un petit peu innovantes de ce côté-là. Alors on va pas voir 50 stands, 50 fabricants. On va essayer de bien comprendre comment ça marche et de vous montrer ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui avec un fond vert et des décors virtuels. Erwan, on est sur le stand de Zero Density. Alors moi, c'est une boîte que j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans au NAB ou ici, je ne sais plus. Moi, j'ai été bluffé directement par la techno. Bonjour. Bonjour Michel. Michel Oiseau, enchanté. Enchanté Michel. Merci de nous accueillir sur votre plateau, votre fond vert. Expliquez-nous, qu'est-ce qui fait votre spécificité? Quelles sont les innovations que vous apportez dans l'industrie? C'est une société qui est basée, c'est totalement différent par rapport dans l'industrie du broadcast par rapport à l'historique des autres sociétés. Ils viennent de l'intégration, ils viennent de la post-production, ils viennent des jeux vidéo. Mes collègues turcs, en fait, puisqu'ils sont basés à Izmir, ont lancé cette société il y a 3 ans parce qu'ils ont découvert que le software Unreal, qui est un software de jeux vidéo, était capable, après une quille, après un traitement, de servir dans l'industrie de télévision. C'est-à-dire qu'à la différence des autres qui ont leur propre software, nous utilisons un software d'une plateforme de jeux vidéo que les gamers connaissent bien puisqu'on utilise ce jeu pour faire des jeux comme Far Cry, etc. Ils l'ont adapté avec un key qui est vraiment magistral. Et la preuve en est, c'est qu'on a des grosses références maintenant qui travaillent avec nous comme Sky, comme Canal+, comme RTL, comme Eurosport, etc. En France, on a fait la Coupe du Monde avec TF1, on a fait les élections avec France 2. Parce que travailler avec des gamers, ça ouvre des possibilités et une rapidité de développement avec leur communauté de users mondiale qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus large que le broadcast. Alors moi, ce qui m'avait impressionné la première fois que je vous avais découvert, c'est effectivement la qualité du quai, de l'incrustation et le réalisme notamment du contact entre les pieds et la surface. Si vous regardez ici à la caméra, vous voyez, si je bouge mes pieds, on voit l'ombre, on voit les réflexions, on voit les réfractions. Si vous montez sur... Il y a souvent... Chez certains concurrents, cette incrustation-là, elle se voit. Erwan, elle n'est pas toujours réussie. Hein. Non, et puis ce qui est aussi très impressionnant, comme on peut le voir sur moi, c'est l'intégration des cheveux, où on a une intégration parfaite. Donc on va plus aller sur vos cheveux. Voilà, vous allez voir que le quai et la façon dont c'est quillé et c'est découpé. Voilà. Bon, je crois que je vais m'enlever moi parce que ça ne sert à rien pour la démonstration. Non, ça va. Je crois que c'est toi qui en as le plus. Peut-être. Mais on voit vraiment au détail des cheveux, les détails du quai. Ici, on est en 4K. Je ne sais pas si on le verra sur votre écran. Donc, on est vraiment en Ultra HD et on montre une précision presque, je veux dire, aux cheveux près. On a un partenaire qui a fait des photos du quai et qui montre à tous ses clients potentiels ici des cheveux où on les voit presque pièce par pièce. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Qu'est-ce que vous apportez de plus cette année ici à l'IBC? On évolue avec Unreal. Donc de temps en temps, il y a des éléments de notre propre qu'on ne connaît pas. Par exemple, maintenant on va sortir ce qu'on appelle le Ray Tracing. Les gamers connaissent ça très très bien. Il faut un peu de puissance derrière, mais ça veut dire que le talent qui sera au milieu d'une scène sera influencé par toute la lumière qu'il a autour de lui. Et donc du coup, là, il y a Nvidia qui a annoncé des nouvelles cartes graphiques qui va gérer le ray tracing en temps réel. Donc pour vous, c'est complètement une avancée de ce point de vue-là, parce que du coup, vous allez pouvoir utiliser cette puissance directement en live sur les plateaux. On a reçu la version bêta je crois que c'est la 82 d'Unreal, qui va faire partie, je pense, de la 2.16 ou 17. Non, 2.16, elle est sortie. Mais c'est eux qui me le diront. Mais surtout, on a déjà pu tester avant tout le monde la GV100, la carte GV100 avec le ray tracing.
Donc, Est-ce qu'on peut montrer peut-être en se déplaçant, Michel, ce qu'on Voilà. peut faire sur cette si autre vous regardez partie du décor? la qualité du quai, et si je prends le câble qui est ici, qui est un câble vert, ceci est un BNC vert, câble ouais, BNC, ouais, donc de l'ancien monde. Oui. Et comme il est vert, si je le passe, vous allez le voir à la caméra, là-bas, comme ceci, on voit que le masque se trouve ici. Ouais. Le keyer n'influence pas du tout cette zone-ci. Donc on peut même faire de la réalité augmentée ici, on peut en faire devant l'écran, on peut faire sortir des objets en n'influençant pas du tout le keyer. Donc à l'intérieur du même écran, on met des masques pour des meubles, on met des masques pour des tas de choses, pour les contourner. Par exemple, ici, la réflexion du fond vert sur cet écran, on va pouvoir faire un patch, en fait, un masque, Absolument. qui va permettre de protéger cette réflexion. Et ici, on fait que de la réalité augmentée, on peut rajouter des objets qu'on va acheter sur le marketplace Unreal, qui coûtent de temps en temps 50 ou 100 $. Donc des pianos, des joueurs de football, des voitures, etc. Ouais. Des trucs qui existent en fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on du coup on peut mixer les deux technologies, c'est la réalité augmentée. Pour le présentateur, il a du coup quelque chose de concret à l'écran en arrière. Et par contre, il peut passer complètement dans un environnement plus abstrait, fond Voilà. vert. Et là, C'est vous avez sûr. les deux en fait en un seul setup. Si vous avez regardé ce qu'on a fait pour la Coupe du Monde de TF1, eh bien, on avait ce qu'on appelle le portal window, c'est-à-dire l'écran où on pouvait sortir les joueurs. Vous avez vu sortir les joueurs, ils sont arrivés comme s'ils arrivaient dans le studio. Dans un coin, on avait un green key, d'où des fois on rentrait, on sortait du bus des Bleus. Oui. Et au-dessus du présentateur, il y avait une arche en bois. Et au-dessus de cette arche en bois, on faisait de la réalité augmentée. Donc on utilisait 3 technologies virtuelles pour faire finalement la même chose. Comment vous faites le tracking? Ben ici, le tracking il est fait par mon collègue de chez Stipe, Ouais. qui est une société croate, qui utilise un software. C'est quoi avec une concrètement caméra. le tracker là dans le... Ben, le tracker, c'est un software, Ouais. une petite caméra 4K, donc de haute qualité, qui pointe vers les petites tâches que vous voyez là. Ouais. Mais elle est où la cam? La caméra, elle est ici, là au-dessus. D'accord. Voilà. Qui pointe donc vers le... D'accord, Donc, vers elle prend les informations de l'optique. ce plafond en fait. Hein, ouais. Ces informations Ouais. arrivent dans un PC qui, lui, il est traqué avec les points qui est ici au plafond. Donc lui a dû passer au préalable la caméra partout pour qu'elle se repère, qu'elle sache où elle est. Et c'est le meilleur système actuel de D'accord. tracking avec qui on travaille. Mais ça peut marcher avec d'autres, comme la marque Mosys, ou ça marche avec du tracking mécanique qu'on appelle du PTZ. Mais ici, Ouais, ouais. le tracking optique, ça vous donne la possibilité de prendre la caméra à la main et de vous balader partout. C'est quoi le... Pardon, j'ai parlé argent, mais c'est quoi le premier prix pour cette techno Toujours très difficile à dire ça, Ouais. parce que il vous faut un studio, il vous faut un écran vert, il y a un environnement vert, quelques lumières à rajouter un peu pour faire de virtuel, pas des masses, mais il faut un petit peu plus quand même. Ouais. Il faut un tracking, ça va entre 15 et 30 000 selon le tracking que vous utilisez, et une solution zéro density, complètement installée, intégrée avec support installation. Ben, pour une caméra, ça coûte on va dire, environ 60 000 €. C'est ça. Merci Ça beaucoup. fonctionne sur Ouais. HP, ça fonctionne sur Supermicro, donc Bien sûr. sur IT standard. Merci beaucoup Michel de nous avoir accueillis sur le plateau de Zero Density ici à l'IBC 2018 et à très très vite sur Watch dans un prochain numéro de Broadcast Time. On vous attend à Las Vegas pour vous expliquer les nouveautés. Avec plaisir. On se voit au mois d'avril. Ça va bien, merci. Alors Erwan, on est sur le stand de Encam avec Sam Boivin. Bonjour Sam. Bonjour. À Encam, dites-nous qu'est-ce que vous faites? Alors Encam, c'est une entreprise de réalité augmentée et de réalité augmentée temps réel plus particulièrement. Bon, c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est une spéciale dans Broadcast Time sur Watch. Alors d'abord, on va peut-être parler un peu de votre setup ici. Oui. Qu'est-ce que vous avez installé pour que ça fonctionne et pour la démo qu'on va faire ensemble? Alors ici, on a quelque chose de très unique. On est vraiment les seuls au monde à faire ça. On a un environnement avec des lumières. Donc on a cherché à reproduire un studio de broadcast typique avec différentes lumières qui nous ont été prêtées par Kinoflow. Qui a tué 12 panneaux. Voilà, donc on a 12 panneaux, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Hein. Ça pourrait être des murs entiers de LED, ça pourrait être des choses comme ça. Ces lumières, donc on a un simple contrôleur de lumière des MX, comme sur un studio normal, donc il y aurait un éclairagiste qui changerait ça. Et avec ce setup-là, eh bien, on a ce petit dispositif qui est là,
qui pourrait être beaucoup plus petit, mais on a essayé de le faire un peu plus gros, comme ça les gens peuvent le voir instantanément. Et ce petit dispositif, eh bien, il capture en temps réel les lumières de cet environnement, c'est-à-dire il calcule la position, l'orientation et l'intensité des sources de lumière en temps réel. Et il va injecter ça dans un magnifique logiciel pour calculer des images de synthèse photoréalistes. Au niveau de la caméra, alors la caméra, donc on a, ça c'était la première chose qui capture l'éclairage, et ce qu'on a ici c'est bien évidemment le système NCAM Reality, et ce système-là est le système NCAM Reality Extreme. Donc la particularité... Donc ça c'est à vous? Ça c'est à nous. C'est vraiment le cœur de ce qu'on a fait initialement. Et ce dispositif qu'on attache sur n'importe quelle caméra, que ce soit une caméra à l'épaule ou que ce soit une Spydercam, une caméra sur câble, puisqu'on est les seuls au monde à faire ce type de caméra également, eh bien ce dispositif permet de calculer en temps réel la position, l'orientation, en incluant le zoom, le focus, l'iris, les cartes de distorsion de la vraie lentille, tout ça en temps réel. Ça calcule tout ça, et ça nous permet de savoir exactement où est la caméra dans l'espace 3D. Et qu'est-ce qu'elle filme? Et qu'est-ce qu'elle filme? Et comme on sait où elle est en 3D, du coup on peut parfaitement intégrer un objet 3D avec la caméra réelle. Bon, on retourne sur le plateau? On retourne sur le plateau. Allez, alors, qu'est-ce qu'on peut montrer en premier, Sam? Donc la première chose qu'on va montrer, c'est la sphère. Donc cette première sphère qu'on voit, c'est une sphère toute simple. Cette sphère, c'est sans prendre en compte l'éclairement de la scène. Donc même si on change l'éclairage, could you please change the lighting a little bit, David, so they could see the difference? Même si on change l'éclairage, rien ne se passe. On voit bien que c'est standard. Donc ensuite, si on passe à l'image suivante, eh bien ici, cette fois-ci, on a la réflexion des lumières dans la sphère. Mais on voit bien que les ombres sont toujours incorrectes. C'est-à-dire que les ombres sont toujours les ombres calculées directement. Donc si on move, vous allez me voir que si je suis devant, vous me voyez, vous allez me voir, je me reflète dedans. On ne peut pas passer complètement autour non plus. On ne peut pas passer complètement autour, puisque là on est en modèle de réalité augmentée. Donc si je passais devant, on a la sphère sur moi, puisque la sphère, elle est toujours devant. Il faut rester derrière là. Voilà. Faudrait calculer la profondeur, ça c'est un autre système qu'on montre à côté. Donc ça c'est quelque chose. Donc là, on passe au cran supérieur. Et ça, c'est vraiment la chose, on est les seuls à le faire. C'est que cette fois-ci, on a ces deux sources de lumière. Ces deux sources de lumière qui sont là, eh bien, génèrent une ombre. Et si tu regardes ton ombre à toi, eh bien, toi aussi, ça suit les mêmes ombres que toi. Et si on commence à bouger les sources de lumière, eh bien, à ce moment-là, on se retrouve avec ça. Donc là, on a les lumières qui sont changées en temps réel et c'est capturé en temps réel. Donc ça impacte complètement le résultat. On n'est pas en train de dire « Ah tiens, j'envoie les informations des sources de lumière à la machine et puis on sait à l'avance. » Non, c'est capturé en temps réel par ça. On calcule la position, l'orientation des sources de lumière. On peut changer les couleurs. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc on est à un niveau supérieur. Alors ici, on a un objet qui est un miroir. Et puis on voit bien là, donc là on voit la caméra bouge et on voit que tout suit. Tu te vois toujours dedans, c'est toujours la même chose. Il y a pas de voilà. Donc ça c'est un objet qui est entièrement un miroir. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne voit pas, si tu veux, toutes les interréflexions diffuses que tu peux avoir avec un matériau diffus comme le sol. Donc si maintenant on se déplace un petit peu, un petit coup de zoom, voilà. Donc là tu peux zoomer, tu peux te déplacer un peu. Venir et je vais, tu vois, donc là tu as capture totale, dynamique, environnement. Et alors là, il y a un autre truc qui est super important ici, c'est que ça c'est un environnement de lumière ultra dynamique. Viens à mon niveau parce que finalement la caméra filme rien. Donc viens. Tu vois, ce qui est vachement utile ici, qui est vraiment très très bien, c'est que ce que tu vois là, c'est un environnement de lumière extrêmement dynamique. Et là, le système NCAM qui calcule la position de la caméra, en plus, il traque ça. Tu vois. Donc le fait qu'il traque ça, qu'il est capable de calculer la position de la caméra, c'est parce qu'il traque dans l'infrarouge. Donc il traque la lumière invisible à l'œil nu. Donc c'est compatible avec toutes les autres lumières. Voilà. Et pour que ce soit invisible à l'œil nu, ça veut dire qu'ici, on a un petit projecteur qui envoie la lumière infrarouge et qui nous permet de voir qui est là. Ça, c'est un petit projecteur infrarouge. Petit boîtier qui est là, Louis. Petite lumière infrarouge qui permet juste d'éclairer la scène en infrarouge. Un seul suffit. On en a un deuxième, mais un seul peut suffire. C'est une question de puissance. On envoie l'infrarouge, il n'y a pas de calibrage. Donc tous les changements de lumière, en fait, on est indépendant. Rien, le non. tracking. Si on regardait le logiciel NCAM maintenant tel qu'il traque, tout ça c'est noir. C'est noir. Donc la lumière a zéro incidence sur le tracking.
Ces petits projecteurs, c'est même pas quelque chose qu'en tant qu'Encam on cherche à vendre. On dit au client, bah voilà, ça c'est un modèle, vous le prenez. On n'a pas besoin, on n'est pas les vendeurs de lumière infrarouge. Donc par contre, nous, notre barre, elle traque que dans l'infrarouge, dans un spectre invisible. Et ça nous permet d'être complètement indépendant de la lumière. C'est pour ça qu'ici, bon, ça n'a pas d'importance, on met les lumières, il n'y a pas de temps de calibrage ni d'apprentissage. C'est très important. Il n'y a pas, on met ça, il faut calibrer, ça ressent sur lumière. Il n'y a rien de tout ça. C'est automatique. Le système, on démarre, il est prêt en 5 secondes. Juste, je demande aux spécialistes de la post-prod et des effets spéciaux, Erwan, qu'est-ce que tu en penses là, de ce temps réel Alors pour ce qui concerne la 3D, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez un moteur en fait assez connu qui est l'Unreal Engine d'Epic, et ça permet en fait d'être assez facile d'intégrer, que ce soit pour la post-prod, que ce soit pour des studios virtuels par exemple. Tu peux nous parler un peu de l'intégration d'Unreal Engine Alors absolument. Donc on a été également les premiers à faire ça, à vouloir utiliser un moteur de jeu vidéo. Ça c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur depuis très très longtemps. J'ai toujours pensé que les moteurs de jeux vidéo étaient en avance une innovation, à plein de niveaux, voilà. parce qu'ils ont des équipes de développeurs énormes et puis comme ils vendent des millions d'exemplaires de leurs jeux, ils ont toujours besoin d'être vraiment au top de la technique. Et Unreal Engine, il y a quelques années, s'est enfin décidé à sortir le code source de leur engine gratuitement. Le SDK. Donc ça a été pour moi un déclic, et on a écrit le premier plugin en utilisant le code source qu'ils avaient. Voilà. Et on est devenus des partenaires d'Epic Games là-dessus. On a fait le premier plugin qu'on a montré déjà, me semble-t-il, en 2016, sur le stand du NAB avec l'intégration d'Unreal Engine, etc. Et aujourd'hui, donc, on a un plugin. Initialement, on avait modifié carrément l'engine. Aujourd'hui, on n'est plus comme ça. On a carrément un plugin, parce qu'on a travaillé avec Epic Games pour qu'ils rajoutent des caractéristiques et différentes fonctionnalités pour qu'on puisse utiliser en réalité augmentée régulièrement. Donc on a créé un plugin qui maintenant est indépendant presque de la version de l'engine. Donc on récupère la dernière version, ça c'est 4.20 qui tourne d'Unreal Engine, et on a juste à compiler le plugin et on a une intégration qui est entièrement Encam. Donc ce plugin, on en est assez fier parce qu'il est vraiment très performant, et on l'utilise ici pour toutes les informations de lumière qui sont capturées ici sont transmises à travers notre plugin Unreal Engine, qui lui reçoit également les données de la caméra qu'on a calculées avec le logiciel Encam Reality pour savoir où il est. Et en faisant ça, on a un mélange complet qui est fait à travers notre plugin Unreal Engine et qui nous ressort l'image finale qu'on voit ici avec le résultat. D'accord. Donc si je veux un petit peu avancer encore sur ce petit robot, on va bouger maintenant sur un autre exemple qui est assez intéressant et spectaculaire, qui est ce robot. Alors, vous voyez, alors ça c'est un truc qui est génial, c'est que là on a éteint toutes les lumières, on a notre petit robot, il est dans le noir, donc celui-là il prend en compte complètement l'éclairement. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il faut vous imaginer, si vous deviez faire ça... On est derrière le robot. Ce qu'il faut vous imaginer, c'est qu'ici on est complètement... le temps qu'il faudrait à un artiste ou quelqu'un pour faire ça, c'est considérable. Donc là, on lui dit à l'artiste, tu crées ton asset, tu mets pas tes lumières, t'occupes pas des lumières, c'est nous qui allons le faire, c'est automatique. C'est un gain de temps énorme. Parce que quand on donne un plateau à quelqu'un, on lui dit maintenant tu mets un objet virtuel, il faut que ça corresponde aux lumières qui sont là, bon, il va passer du temps à dire ma lumière elle est là, c'est ça l'intensité. Là, il n'y a rien de tout ça. Tu t'occupes pas des lumières, tu mets tes textures, tu mets tes choses et tout le reste on fait pour toi. Donc maintenant, si on allume les lumières, David, could you please turn on the light, please? Donc là, voilà, on est de nouveau dans le modèle avec les lumières qui cyclent dans tous les sens. Et là, on voit que ça se déplace. Alors là, en plus, on peut contrôler. On a une Game Engine, Unreal Engine. Donc là, on a avec le petit Xbox Controller que vous pouvez voir là-bas. Si vous pouviez regarder... Tiens, Louis, si tu peux montrer la manette. Ouais. Là-bas, il y a le petit passe pas devant. Tant pis, perdu. Voilà. Donc là, tu regardes le petit Xbox Controller, c'est une Game Engine, il est contrôlé, donc tu as tous les avantages de l'engine. Et là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit sur le robot, en fait, tout ce qui est ambient occlusion, tout ce qui est lumière diffuse. Alors, ici, on a deux choses qui sont faites grâce à notre système. La première chose que fait notre capteur, c'est qu'il capture en temps réel ce qu'on appelle une carte HDR de l'environnement. Voilà. En temps réel, à la vitesse de la caméra. C'est la première chose qu'il fait. Cette carte, elle est utilisée pour faire l'illumination globale et notamment les interflexions diffuses des objets. Le deuxième pas, ce qui est fait, c'est qu'on va utiliser ce qui est capturé en temps réel pour calculer la position, l'orientation, l'intensité des sources de lumière, et on va se servir de ça pour faire uniquement les ombres. Donc c'est deux passes, que les ombres, sinon on aurait un double éclairement. Ouais. Et du coup avec ça, eh bien, on est capable de faire des lumières complètement dynamiques et on est capable de capturer
Donc il y a plein d'avantages énormes et ça pour la post-production, parce que même sur plateau, un des problèmes qu'il y a, c'est que quand vous allez par exemple sur site, dehors, les gens ils vont les filmer dehors et ils vont filmer ce qu'on appelle des plates qui sont l'environnement, par exemple un coucher de soleil. Et puis après ce sera utilisé au final. Mais là, vous prenez Real Light, vous l'emmenez là-bas, vous capturez le coucher de soleil en même temps que vous avez qui filme, ils reviennent sur le plateau, ils mettent en fond le coucher de soleil qu'ils ont filmé, et moi, tous les assets, tous les objets de synthèse qu'ils vont rajouter, je peux réinjecter la lumière que j'ai capturée en temps réel dessus. Ouais. Donc là, par exemple, pour la post-prod, maintenant, tout ce qui était compliqué, c'était justement d'intégrer les objets 3D, mais c'était en fait surtout la lumière qui est très dure à faire correspondre avec l'environnement. Maintenant, on peut en fait enregistrer les informations de lumière, revenir en plateau et les réappliquer directement en post-prod. Alors après, en plus, en plateau, il y a des choses qui énervent pratiquement la plupart des réalisateurs et qui détestent, qui sont les fameuses boules HDR, c'est-à-dire qu'ils s'amènent avec les boules à la fin. C'est encore plus. Ah oui. Can you zoom out? Yeah, there you go. Yeah. Otherwise, it's just like. Je suis là. Regardez, on est là. Donc on est là. Donc ce que je sais, c'est qu'ils n'aiment pas tellement les boules où tu viens avec tes boules à la fin pour faire les maps HDR. Mais avec ça, t'as pas de problème. Tu le mets sur ton plateau et on capture en continu. Non, et puis, l'intérêt de ce système, c'est que les maps HDR, c'est bien, mais c'est fixe. En fait, c'est sur une image. Absolument. Alors que là, on récupère en fait toutes les évolutions des lumières et les changements de lumière. Quand vous avez eu toute une séquence, par exemple, où il y avait un moment dans le film où il y avait une explosion ou du feu, ils sont souvent à la fin obligés de régénérer ce feu pour capturer la map HDR de ça. Donc ils sont obligés, ça dure un petit peu de temps, ça énerve toujours parce que c'est du temps, donc c'est de l'argent, donc ça plaît pas. Et avec ça, il n'y a pas le problème, parce que c'est tout capturé, c'est enregistré, et on le réinjecte à posteriori. Question, est-ce que le positionnement de ce capteur est important ? Est-ce qu'il doit être ultra précis ou est-ce qu'on le met non, il n'y a pas grosso modo, pardon, il n'y a pas de règle particulière. Alors ici, on a un modèle avec un seul capteur, mais là, on travaille pour avoir en fait ce qu'on avait appelé un tableau de capteurs. Donc on pourra avoir un seul recouvert de ces capteurs, on peut en avoir plusieurs. Sa position n'est pas forcément critique, il pourrait être sur le mur, il pourrait être à différents endroits, mais bien évidemment, il capture la lumière de ce point de vue-là. Donc, si on prend un spot et que je mets la lumière dans le coin là-bas, ça va pas bien se passer. Bien sûr. Donc c'est pour ça que là, on travaille sur la deuxième version en même temps, où on en aura plein et on capturera complètement l'environnement. Peut-être on va avoir une caméra à 360 degrés. Il y a plein d'options qui vont s'offrir à nous. Et puis celui-là, là encore une fois, on a décidé de le montrer, on aurait pu le cacher complètement. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, il est où comme ça, hein. Donc on pourrait très bien avoir un sol technique. On le met sous le technique, hein, une petite partie en vert, c'est ce que un de nos clients a décidé de faire. Il l'intègre et c'est complètement invisible. Alors justement, vos clients, c'est quoi les débouchés à court terme ? Est-ce qu'on va voir arriver votre techno Donc là, on est toujours en bêta version, parce qu'il y a une chose à laquelle on fait très attention, c'est qu'on écoute beaucoup nos clients en fait. On essaie de sortir un produit pour dire « Ah, regardez, on a un plus beau produit, on fait des choses, mais en fait, on ne peut pas s'en servir. » Ça sert un peu à rien. Donc l'idée, ici, on discute beaucoup avec principalement des entreprises qui font du cinéma, que ce soit par exemple Sony, ou alors également des entreprises du broadcast, pour savoir quelle est vraiment l'utilisation de ça. Parce que ce nouveau, que ce soit Unreal Engine ou ce photoréalisme, c'est quelque chose d'assez récent finalement, dans le domaine du broadcast et de la télé, et surtout en temps réel. Donc il y a beaucoup d'attentes sur mais qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc-là en fait. C'est bien beau, c'est joli, d'accord, c'est impressionnant, mais ça sert à quoi? Donc l'idée c'est vraiment, surtout pour le film, dans le pipeline des effets spéciaux, d'être capable d'injecter ce qu'on enregistre et de sauver du temps et de l'argent. Ce dispositif, on va probablement le vendre, je pense que la première version sera probablement soit à la fin de l'année, soit pour le NAB. Et c'est à ce moment-là. Donc en avril prochain, ouais. Voilà, et donc ils pourront acheter cette première version du logiciel de ce capteur avec le plugin Unreal Engine. Pour le moment, ça ne marche qu'avec le plugin Unreal Engine, mais on va l'ouvrir à plein d'autres engines. On va l'ouvrir. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas entendre parler d'Unreal, d'autres, ils veulent utiliser d'autres logiciels. Bon, voilà, exactement. Donc on va s'ouvrir à d'autres. On a également Et en télé, il y a des projets ou pas? Alors, en télé, le problème qu'il y a avec la télé, c'est que beaucoup de gens ont décidé de basculer dans le photoréalisme. Le problème qu'il y a, c'est la construction des éléments que vous allez mettre. Et cette construction des éléments, elle coûte beaucoup d'argent et souvent, ils n'ont pas les artistes pour. Mais c'est là que cet outil-là, il est remarquable.
parce que ça leur enlève toute la partie éclairement. Donc là, la conception, exactement. Et ouais, la modélisation, en fait, on va se concentrer dessus. Exactement. Et toute la partie rendu, éclairage et autres, voilà, c'est vous qui gérez ça. Vraiment beaucoup aider. Donc on va vraiment essayer d'intégrer ça avec des différents studios de télévision. On a une demande énorme là-dessus. Real-Light, c'est un des produits qui attire le plus les gens. On a le caméra tracking, mais ils connaissent Encam depuis 6 ans, et ils savent que c'est... C'est déjà utilisé, par exemple, on a été chez Viserté, donc voilà, ils utilisent déjà ce système-là. C'est un des meilleurs produits du marché de toute façon pour le tracking. C'est le seul qui vous permet d'aller intérieur, extérieur, n'importe quel rig, n'importe quelle caméra. Parce qu'on n'a pas trop parlé du système de tracking, mais en fait, globalement, il fait du tracking en temps réel. Donc Absolument. il prend l'environnement existant et il suit en fait les mouvements grâce à l'environnement existant. Il n'y a pas de capteur, il n'y a pas... il y a juste les deux capteurs infrarouges en fait. On pourra en parler un petit peu plus en détail, mais ce système-là, c'est un système qui a été conçu initialement pour le cinéma. Donc avec le critère numéro 1, ça doit être rapide, très rapide. C'est prêt, on le monte, on tourne. Il ne faut pas qu'on commence à apprendre l'environnement, il ne faut pas qu'on se promène, on n'a pas le temps de ça. Il faut que ce soit monté, ils sont en train de préparer leur caméra, ils montent le système Encam, ils dégagent, on va entendre le célèbre « ça tourne » avant action où c'est vraiment le démarrage. Là, le Encam, il est prêt, c'est envoyé, le réalisateur, il le voit. Et ça, à ce petit jeu-là, Encam, on est absolument imbattable. On est prêt de 0, on est prêt en 5 secondes, 6 secondes, on est prêt à démarrer, on traque, on envoie l'image. Après, il y a la partie alignement qui peut prendre un peu plus de temps parce que le réalisateur peut décider « oh mais non, moi je le veux un peu plus à gauche, à droite ». Mais là, il fait partie déjà du processus d'utilisation d'Encam. Donc on a déjà gagné à ce moment-là. C'est plus, on est pas. Cette partie-là est vraiment dans Encam, aujourd'hui, c'est ce qui nous fait vraiment vivre principalement, puisque c'est ce système-là qui est utilisé sur tous les grands films. On fait aujourd'hui la plupart des films de Marvel, également les DC, on a fait Aquaman récemment, qui va bientôt sortir. On a fait beaucoup de Marvel, comme que ce soit Thor, Ragnarok, on a fait Avengers, enfin, on a fait plein de choses, on a fait Solo, Star Wars Story, et on va faire plein d'autres films. Voilà. Des petites références. On en a fait pas mal de ça. Des films indépendants, et puis plein d'autres films. J'ai pas la liste en tête, mais voilà. Mais ça veut dire, est-ce qu'on est sur des budgets qui ne sont accessibles qu'au cinéma, ou est-ce que le broadcast peut envisager d'intégrer votre techno dans des projets? Alors, le broadcast aujourd'hui, on a, je ne sais plus combien on a de systèmes dehors, mais c'est un nombre à 3 chiffres dans le broadcast. Donc on a beaucoup de systèmes Encam partout dans le monde, pas uniquement... Alors je fais le distinguo entre le tracking et cette nouvelle techno en fait. Cette nouvelle techno, personne ne l'a aujourd'hui. Elle a été testée chez Sony, c'est l'exception, mais personne n'a cette technologie. C'est une bêta version, encore une fois. Il y a toujours une différence entre on a ce système-là dans le monde, c'est beau, c'est joli, et il passe en production et on en vend un certain nombre parce que derrière, il faut le support, il faut que ce soit stable. Le client, il le met, il veut que ça tourne tout le temps. C'est pas, comme je dis toujours, le système de réalité augmentée, on peut toujours le faire marcher à un moment donné pour faire une séquence. Même sur un film, il va marcher 1-2 séquences. Mais c'est pas ça l'important, c'est plutôt sur le nombre de séquences où ça ne va pas marcher. Ouais. Si sur 100 séquences, il y en a une qui ne marche pas, c'est déjà dangereux. C'est déjà dangereux. Lui, il veut un système fiable qui marche tout le temps. 2 séquences, 3, c'est fini. Et il y a plein de films que je connais où si ça ne marche pas dès le début, c'est fini. Donc ça doit être ça. Donc c'est accessible. Bien sûr, on a parlé de films. Les films, c'est tous des gros budgets à centaines de millions de dollars. Mais dans le broadcast, les gens peuvent démarrer avec un système Encam. Il démarre à 15 000 $, le système. Donc vous pouvez... Bon, c'est presque, c'est pas accessible à tout le monde, je ne vais pas en acheter un personnellement, mais 15 000 $ et ça monte jusqu'à 100 000 $ pour le plus évolué de tous. Donc tous les studios de broadcast sont intéressés. Aujourd'hui, on n'a pas un studio de broadcast qui vient nous voir et qui dit ah bah non, de toute façon c'est complètement inabordable et c'est uniquement réservé aux super productions hollywoodiennes. Non, absolument pas. Ouais. Merci beaucoup Sam pour cette super démo. C'est assez bluffant et je suis très content qu'on ait pu passer ce temps avec toi ici à l'IBC. Merci. À bientôt sur Watch. À bientôt, oui, certainement. À bientôt. Salut Sam. Merci, au revoir. Bon, on est sorti du fond vert, Erwan. Nous avons fini d'être des hommes-objets. Ouais. Fini d'être intégré dans un univers virtuel. On est bien dans le réel ici à Amsterdam. Mais en tous les cas, c'était un gros coup de cœur pour moi. La société Encam avec leur technologie de tracking, d'intégration de la 3D, ça change beaucoup de choses au niveau du broadcast, au niveau du tournage de films, là, comme on a parlé avec Samuel. C'était vraiment super intéressant.
Alors on ne l'a pas précisé, mais ils ont leur siège à Londres, mais ils viennent d'ouvrir un bureau à Los Angeles. On a vu que le cinéma s'intéresse de très près à leur techno et c'est pas étonnant. Et moi j'ai hâte de voir s'ils vont nous sortir dans quelques mois au NAB, puisqu'ils seront à Las Vegas au mois d'avril. Et ils nous ont déjà soufflé qu'il y aurait encore des nouveautés, donc c'est super intéressant. Merci Erwan pour cette nouvelle spéciale à l'IBC. Et puis à très vite sur Watch. 20h mardi sur Watch TV. Salut à tous.